Le journal du midi. Grande entrevue. Eh bien, je voulais annoncer tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir un gars qui a fait de la vulgarisation, notamment par les livres aux éditions de l'Homme. Il y en a 2 qui circulent encore. Marcel Tessier est un animateur, vulgarisateur également au réseau TVA. Il a été à TQS, il a été à la radio pour faire connaître certaines pages d'histoire fort intéressantes qu'on a trop tendance à oublier parce que le ministère de l'Éducation ne nous l'enseigne pas plus qu'il ne le faut. La semaine dernière, il était de mon groupe pour mériter la médaille de la francophonie, et c'était bien mérité, croyez-moi. Il a été proclamé le patriote de l'année aussi dans le passé. Et Marcel Tessier, donc, est cet homme qui essaie de rendre accessible l'histoire du Canada, du Québec, rendue facile par ces 2 ouvrages, notamment Marcel Tessier raconte. Il a été directeur du Collège Notre-Dame, un collège où, en tout cas, on en sort bien éduqué, ou je devrais dire au passé, on en sortait, je ne sais pas, avec le ramollissement partout. Il a été, avant d'être directeur du Collège Notre-Dame, professeur. Bonjour, mon cher Marcel. Monsieur Gilles, comment allez-vous? Cher chevalier, mais ça fait alors, avant l'Assemblée nationale, je vous appelais chevalier, parce que vous êtes comme Sir Lancelot. Vous pointez, vous agissez, vous foncez. C'est extraordinaire. Oui. Félicitations pour ce que vous faites. Puis je suis content de vous voir rétabli et en grande forme. Et je vous écoutais tantôt, puis je vous dis, il y a des jabs qui se perdent pas, là. C'est très bon. Oui, on n'a pas peur des mots. Oui. Et Marcel, c'est incroyable, juste avant de commencer, je veux parler de votre carrière, puis de ce que j'avais fait, puis l'histoire, puis qu'on n'enseigne pas, puis c'est terrible. Déjà, j'ai des demandes, dès que je l'ai annoncé ici, là, je vais vous faire un petit sprint rapide. Un monsieur ici, le Duc, j'habite dans le quartier Rivière-des-Prairies, de la rue de la Galissonnière. J'aimerais savoir qui il était. Est-ce que c'était un amiral? Qui était-il? Le Galissonnière, je pense que c'était un ministre des colonies sous le régime français. D'ailleurs, d'Iberville, quand il était ici, puis qui était vers la Louisiane, disait justement, envoyait à de la Galissonnière des notes en disant, si vous ne faites pas attention, si vous n'envoyez pas votre armée, si vous ne nous envoyez pas de soldats et de l'argent, on va perdre un jour la colonie de la Galissonnière. Intéressant. Oui. Un autre ici, il demande à la veille de la bataille des plaines d'Abraham, y avait-il connivence entre Vaudreuil et Bigot, qui était très corrompu? Est-ce que Vaudreuil a mis la main dans le sac? Il y a un ouvrage à ce sujet qui a été écrit. Oui, Wolfe, là, est... aux éditions de l'Homme, justement, l'année passée, me rappelle pas absolument. Wolfe et Montcalm. Wolfe et Montcalm, une fille d'un magazine de Toronto. Exactement. Son nom m'échappe, qui est très bon, mais elle semble dire, d'après l'auditeur, que Vaudreuil était aussi ripou que Bigot. C'est-à-dire que Vaudreuil a probablement joué dans la cagnotte aussi. Seulement, il y a eu d'ailleurs un procès, à un moment donné en France, après que le régime anglais, que les Anglais se sont emparés de la Nouvelle-France. Et à ce moment-là, M. de Vaudreuil a été exonéré, tandis que Bigot a été emprisonné, lui. Ouais. Alors, les historiens ne savent pas exactement, ont jamais accusé ouvertement Vaudreuil d'être sur le même pied que Bigot. Je lisais justement en voyant l'histoire de Garneau, notre premier historien national, 5 volumes. Et justement là-dessus, il parlait, mais on ne semble pas avoir trouvé les mêmes frasques, si vous voulez, envers Vaudreuil que Bigot. Ah bon? Et Bigot a fini à la Bastille. À Bastille, c'est ça. Tout comme la motte Cadillac, qui avait une maison au coin de Notre-Dame, ici, et Saint-Laurent, qui a fondé Détroit. On lui a donné la meilleure voiture parce qu'on dit qu'il faisait des bons voyages à transporter ses produits. Mais il méprise les Indiens, il détruit l'œuvre de Bienville, en Louisiane, et il finit à la Bastille. Exactement. Montcalm était sous la veille de la bataille. Ça se peut-tu dire l'histoire de même? Non, ça c'est terrible. Ça c'est comme dire... Les révisionnistes. Ça c'est comme dire que les filles du roi ce sont des putains. C'est comme dire que Delors des Ormeaux c'est un voleur. C'est comme dire... C'est ça le peuple colonisé. Un peuple colonisé, à un moment donné, là, c'est héros. À un moment donné, faut les descendre absolument. Les autres sont meilleurs, mais les nôtres sont pas bons. Ça c'est faux. Ils étaient pas sous. Ils ont peut-être manqué de tactique. Quand on lit vraiment le livre,
dont on parlait tantôt, là, on voit jusqu'à quel point les tactiques militaires... Mais il y avait d'autres choses là-dedans. Il y avait vraiment... Faut parler, bien sûr, que Montcalm a peut-être manqué de stratégie, mais Wolfe était un bon général, hein, un très grand général. Faut regarder aussi, tu sais, le bien que l'autre faisait pendant que l'autre, peut-être, a agi différemment. Il aurait dû peut-être agir autrement. En tout cas, c'est trop compliqué. Oui, mais s'il avait attendu Bougainville... Ben, c'est ça. Ben, exactement. Mais là encore, Bougainville, à l'origine du Bougainvillier, hein, oui. Il y a un auditeur qui dit, oui, mais s'il avait gagné, ça aurait été une victoire éphémère. Bon... Il y avait d'autres troupes en fait. C'est toujours C'est comme Napoléon à Waterloo, il avait gagné, les Russes s'en venaient. Ben, c'est ça. C'est toujours difficile de dire qu'est-ce qui serait arrivé après. Seulement, probablement que ça aurait été une victoire éphémère. Avec, à ce moment-là, l'Angleterre qui est maître des mers et puis tout ça. Et la force de l'Angleterre à cette époque-là, je pense que ça serait peut-être arrivé un peu plus tard. Mais la France avait la meilleure armée de terre à l'époque. Oui, exactement. Seulement, quand on regarde à cette époque-là, l'Angleterre, sur les mers, commence à avoir la suprématie. Duplessis, on rentre dans l'ère moderne, despote ou grand premier ministre? À mon sens, Maurice Duplessis, c'est un grand premier ministre. Je pense que Maurice Duplessis... D'abord, faut jamais juger un personnage ou une personne en dehors de son temps. C'est comme quand on parle de l'Église catholique aujourd'hui. Ouais. On oublie bien souvent que l'Église catholique est établie ici depuis 1615, depuis les Récollets, 1625 les Jésuites, et tout ce que cette Église-là a fait au point de vue d'éducation. Je veux pas m'embarquer là-dedans, là, mais... C'est terrible, des fois, quand on sort un bonhomme, une bonne femme, l'Église aussi de son temps. À ce moment-là, c'est facile de juger des choses. Maurice Duplessis, dans son temps, on faisait l'élection de la même façon, les partis politiques se ressemblaient, bien sûr, oui. C'était la façon d'aller chercher de l'argent. En tout cas, on sait ça. Mais... T'as pas seulement Duplessis. Godbout et Tachereau faisaient ça aussi. Ben, c'est ça. Ben, voyons donc. Aussi pire, certains. Et Duplessis, quand même. Hein, on dit, le nationalisme québécois, là, le fleur de l'Élysée, par exemple, le 10% des impôts à Ottawa. Duplessis commençait vraiment à vouloir que le Québec soit beaucoup plus autonome que du temps des libéraux avant lui. Ah, pour moi, c'est pas... Seulement, bien sûr, que les gens, les syndicats, les syndiqués, puis tout ça, on retient les grèves, ça. Mais faut penser, faut savoir qu'historiquement, ce qui me choque un peu, M. Proulx, excusez-moi, là, mais c'est que des gens vont sortir de l'histoire, n'importe quoi, en ne connaissant pas l'histoire elle-même. Ouais. C'est ça qui est le gros problème. Mais qu'est-ce que c'est cette maladie de révisionnisme depuis... Ben oui, mais à ce moment-là, c'était le communisme dans le temps de Duplessis, hein, qui était un peu partout installé, puis il y avait les Américains là-dedans. Duplessis est un premier ministre à cette époque-là, donc il ne pouvait pas penser comme on pense aujourd'hui envers ces choses-là. Ah, d'accord. Pour moi, Duplessis, c'est un grand premier ministre. Puis quand je passe à la Grande Allée, là, puis que je vois le socle de Maurice Duplessis, je le salue. Je me dis, salut Maurice, je te remercie de nous avoir donné un drapeau, puis aussi d'avoir fait des shows pour le Québec. Oui, mais dans gauche, je vais vous dire que c'est Chanoine Gros, puis c'est René Chaloux qui vous l'ont donné. Ben, c'est ça, mais ils ont poussé. Il a dit oui, Duplessis. C'est sûr que lui faisait attention. Il y avait aussi à ses arrières à surveiller les anglophones. Il voulait pas se mettre à dos. Il voulait pas faire trop plaisir aux Canadiens français. C'est sûr. Seulement, Chaloux, puis ces gens-là, ont commencé avec Rosaire Morin dans le temps aussi. Faut pas oublier, c'est un bonhomme, l'Action nationale. Extraordinaire, Rosaire Morin. L'Action nationale. L'Action nationale, c'est ça. Et, à un moment donné, quand même, il l'a fait. Et moi, bravo pour Maurice, puis je l'ai aimé parce que c'était un premier ministre à part de ça. Quand il disait quelque chose, là, c'était ça, puis c'était ça, puis c'était ça. C'est pas quelqu'un qui jouait toujours, là, tu sais, à l'anguille, là. Oui, créer des commissions. Ouais, je l'admirais pour ce qu'il était comme homme. Voilà. Mon invité est l'historien Marcel Tessier. Le journal du midi se poursuit au 98.5 FM. Le FM parlé de Montréal. Du
29 novembre au 2 décembre chez Bernard Trottier Sport, c'est la grande vente début de saison. À l'achat de vêtements 2008, obtenez 10% de rabais ou 20% d'accessoires. Chez Bernard Trottier Sport, on a les sports de glisse dans la peau. Laval, Greenfield Park et Pointe-Claire. Détail en magasin. Quels sont mes rêves et mes passions? Je rêve de jouer du Shakespeare. D'être guide dans un musée. Moi, j'aimerais aider à sauver des vies. Voir le monde, le changer. Moi, c'est l'informatique, les chiffres, puis aussi la cuisine qui me passionne. Réalisez vos rêves. Vivez vos passions en donnant de votre temps à l'un des 700 organismes clients du Centre d'action bénévole de Montréal. Pour plus d'informations, visitez le cabm.net. Jean Lesage, Robert Charlebois, Pauline Julien, Yvon Deschamps, Robert Bourassa, Claude Dubois, Paul Demage, René Lévesque, Gilles Vigneault, Offenbach, 1960-1980, de grands Québécois, une grande période, une révolution tranquille, maintenant en primeur sur coffret DVD Imavision. Dans ce documentaire hors de l'ordinaire, rencontrez les politiciens, les artistes et toute une génération qui ont forgé cette époque d'effervescence extrême au Québec. Le coffret collection DVD, une révolution tranquille, en vente partout et sur imavision.com. Bonjour, ici Luc Labelle, vice-président exécutif de la Chambre de la sécurité financière. Si votre conseiller ne connaît pas votre situation financière, vos objectifs et vos besoins financiers, il ne peut pas vous servir aussi bien. Connaître son client, c'est une obligation. Alors donnez-lui toutes les réponses, ses conseils seront ainsi plus adaptés. À la Chambre de la sécurité financière, nos membres ont une seule option, la compétence. Donc, posez-vous des questions si votre conseiller ne vous en pose pas. Parce que la compétence, c'est votre meilleure protection. Hausse fulgurante du dollar canadien. Force de l'économie. Conséquences imprévisibles. Tous ces éléments vous placent, comme consommateur, devant une situation jamais vue jusqu'ici. C'est d'ailleurs ce qui a amené Nissan Canada et ses concessionnaires du Québec à lancer le programme Offre équitable, qui vous assure des prix qui reflètent la valeur du dollar canadien. Une invitation à profiter d'offres spéciales à l'achat sur presque toute la gamme de voitures, camions et VUS de Nissan pour un temps limité. Visitez votre concessionnaire dès aujourd'hui ou nissan.ca pour tous les détails. Du 29 novembre au 2 décembre chez Bernard Trottier Sport, c'est la grande vente début de saison. Obtenez jusqu'à 70% de rabais sur toute la marchandise hivernale 2006-2007. Chez Bernard Trottier Sport, on a les sports de glisse dans la peau. Laval, Greenfield Park et Pointe-Claire. 98.5 FM. La radio d'aujourd'hui. Le journal du midi se poursuit au 98.5 FM. Le FM parlé de Montréal. Le journal du midi. Grande entrevue. Mon invité est l'historien Marcel Tessier. Avant de parler un peu de votre carrière de l'école d'enseignement, Marcel, la télé et la radio qui négligent l'histoire. Le plus grand pour vous du régime français? Bon, j'aime beaucoup Jean Talon. Parce que Jean Talon, quand même, a pris, à cette époque, quand il est arrivé, je pense en 1665, imaginez-vous, la colonie était à terre. Il y avait à peu près 3000 personnes, c'est ça. Il n'y avait pas de femmes. La France s'occupait plus ou moins de sa colonie. Et Jean Talon, avec les filles du roi, le commerce, l'industrie, a replacé la colonie sur ses rails. Ouais. Jean Talon. À un moment donné, je les évoque. Il faut aller à Trois-Rivières pour voir la sidérurgie. Oui, c'est ça. Hein? Saint-Maurice, là, t'as vu? J'ai le quart avec lui. Ouais, oui. Encore, après encore, hein, plus tard. Gilles Locard, c'est un grand intendant aussi. Imaginez-vous, à un moment donné, j'ai fait une émission de télévision. Oui. Il y a quelques années. Fait qu'on, les gens, vous savez, à la télévision, souvent, préparent pas leur interview tellement. Je vous apprendrai rien. Alors, à cette époque-là, on arrive à l'émission, c'est en direct. Alors, l'animateur me demande, on parle de qui aujourd'hui, M. Tessier? Ben, on parle de Jean Talon. Ah, qui dit? Le fondateur du marché. Bon, on est en onde. Un animateur. Un animateur. Ouais. Ah, c'est sûr que j'ai fait le jeu, j'ai joué le jeu. Mais c'est terrible. On ne connaît pas notre histoire. On s'en va, j'arrive de voyage au Vietnam, puis ça, les gens sont gentils, sont chaleureux, puis tout ça. On va s'intéresser à l'histoire du Vietnam, des Vietcong, puis tout ça, des Khmers rouges, bon. Mais, je leur posais des questions. Où est situé le monument de Maisonneuve à Montréal? Ça pas!
On s'intéresse à la culture des autres, à l'histoire des autres. C'est ça être colonisé. Et quand t'es colonisé comme ça, les autres sont toujours les meilleurs. En tout cas, je reviens à mon affaire. Jean Talon, le plus grand pour toi. Oui. Et dans le régime britannique, Lord Elgin ou Guy Carleton? Moi, je trouve que Lord Elgin fut un très bon gouverneur pour les Canadiens français. Parce nous sommes en 1848. OK? Baldwin et La Fontaine, d'ailleurs, l'ancien allié de Louis-Joseph Papineau. Alors, La Fontaine et Baldwin, après avoir fait un peu de prison, s'unissent ensemble pour essayer d'avoir la responsabilité ministérielle. Oui. Et, bien sûr, La Fontaine et Baldwin vont suggérer à Elgin cette nouvelle loi. Ainsi que de donner de l'argent, par exemple, aux patriotes qui avaient perdu leur ferme, puis tout ça. Ouais. Et Lord Elgin, malgré les Montrealers à Montréal... Et la Gazette. Oui, la Gazette, parce que le Parlement est à Montréal à cette époque-là, bien sûr. Il était devant chez Gibbies. Exact. Et que c'est le fun, Gilles, de vous parler quand on parle à des animateurs qui connaissent un peu leur histoire. Ça me facilite les choses. Je suis pas obligé de racler, puis racler, puis racler, puis racler. Ah, c'est pas... Ah, les gars, mais là, Elgin, malgré qu'il s'est fait pitcher des œufs, il s'est pitché des œufs, là, lancer des œufs partout. Oui. La Fontaine, on a voulu mettre le feu à sa maison. On a brûlé le Parlement. Hey, c'est grave. Ouais. Malgré tout ça, il est resté debout et il a donné la responsabilité ministérielle au Parlement et a permis aux patriotes d'avoir des redevances pour les aider à survivre. Bravo, Lord Elgin. Cet homme-là n'a pas eu dans la toponymie la place qu'il mériterait? Non. Par rapport à Guy Carleton, qu'on a eu... Ou à Metcalfe. Metcalfe qui était un ennemi. Ah, un ennemi épouvantable. Ouais. Hey, savez-vous ce que j'ai fait? C'est pas fait. À 73 ans, je devrais arrêter de faire ça. Mon papa serait pas content. T'sais, j'ai stationné ma voiture à Westmount. Oui. Volontairement. Pour venir ici? Oui. Sur la rue Metcalfe. Oui. Metcalfe. Pour me mettre en maudit. Oui. Parce qu'on sait que Metcalfe, c'est épouvantable. Il avait même empêché La Fontaine de se présenter dans le comté de Terrebonne. Il a fallu que Baldwin lui cède son comté dans le Haut-Canada pour qu'il puisse siéger à l'Assemblée. C'est un bonhomme qui détestait les Canadiens français. Je continue sur la route. Je continue sur la rue Sainte-Catherine. Je vois une autre rue Metcalfe. Deux rues Metcalfe. Ouais. Non. Metcalfe, personnage épouvantable. Elgin, pour les Canadiens français, pour l'époque, grand personnage anglais. James Drummond, est-ce qu'il n'a pas été l'avocat des Patriotes? Oui, exactement. Ça aussi, c'est un bon bonhomme. Il y en a d'autres aussi. Dorchester, vous parliez de Dorchester. Oui. C'est sûr que Dorchester, l'acte de Québec, 1774, l'acte de Québec qui agrandissait le territoire, qui donnait les lois civiles françaises à la population, qui enlevait le serment du test, c'est un grand bonhomme, Lord. C'était Carleton, puis Dorchester, c'est le même personnage. Exactement. Marcel, vous avez été directeur du Collège Notre-Dame, qui est un collège encore très prestigieux. Mm-hmm. Vous n'avez pas connu le frère André, quand même? Non, mais je l'ai aimé. Oui? Hey, moi, là... Il était portier à ouais, il était portier, puis il était barbier, puis il était... ce que vous voulez, il lavait plancher. C'est quand j'étais à ce collège-là, de 78 à 92. C'est un beau collège. Intérieurement, c'est un collège extraordinaire. Mais le frère André, c'est un bonhomme, quand même, qui, par son humilité, oui, a donné des leçons de conduite à plusieurs personnes. Oui. Et toute sa vie, là, a été une vie de simplicité, d'humilité et de partage. Et là, j'aurais dû faire l'incurie. Mais c'est pas ça. Mais c'est parce que je redis ça à ce qu'on disait au début de l'émission, là, tu sais. Ouais. C'en est un autre. Laurent Saint-Joseph, t'as fait faire de l'argent, Ça, là, tu sais, faut pas avoir voyagé au Cambodge ou au Vietnam ou un peu partout pour voir dans les temples extraordinaires. Ouais. Puis, en tout cas, le frère André, je l'aime bien au Collège Notre-Dame, je l'ai pas connu, non. Seulement les frères de Sainte-Croix, avec lesquels j'ai travaillé. Le Collège Notre-Dame, c'est un collège où il régnait une discipline extraordinaire, où on apprenait aux gens comment vivre, le savoir-vivre, où on avait vraiment là un encadrement très rigoureux, et c'est moi qui étais chargé, justement, j'étais directeur des élèves. Mais avant ça, vous étiez professeur d'histoire? Oui, professeur d'histoire. J'ai été 4 ans
directeur des élèves, et je suis redevenu professeur d'histoire. Mais aviez-vous une spécialité, régime français, anglais ou quoi? Ben, c'était le programme d'histoire nationale qui s'étale du régime français à nos jours. Donc. Alors, c'est ce que j'enseignais en 4e secondaire. Et en 5e secondaire, c'était l'enseignement de l'histoire plutôt la Russie, et puis ces pays-là, les États-Unis. Mondial. Soit général, ouais. Est-ce que... on pense que les gens sont désintéressés, les médias ne parlent pas d'histoire. Il faudrait vous donner le micro pour que vous ayez une émission. Moi, je vous verrai ici en fin de semaine. Toujours est-il que vous avez publié Marcel Tessier raconte aux éditions de l'Homme, je vous cite souvent. Juste par curiosité, vous avez vendu combien? On a vendu plus de 20 000 chaque. Des volumes. C'est énorme au Québec. C'est énorme au Québec. Franchement, les gens, d'abord, les éditions de l'Homme, qui m'ont vraiment assisté d'une façon extraordinaire dans tout ça. Jacques Loret, puis tous ces bonhommes-là qui étaient là, à ce moment-là, M. L'Espérance, ce sont des gens qui ont pris la chance d'éditer un livre sur l'histoire. Le risque. Le risque. Non, mais c'est vrai, c'est risqué, là. Mais c'était un grand succès, et je les remercie, mais aussi, il faut dire une chose. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que les gens ne s'intéressent pas à leur histoire si elle leur est racontée... Comme du monde. Comme du monde. Ouais. Et ce n'est pas vrai, mais si on ne l'enseigne pas, l'histoire, ça, je reviens souvent, écoutez, quand on me dit des fois, ben oui, mais Tessier, t'étais un souverainiste, ou t'étais un ex-souverainiste, Tessier, toi, écoutez, là. Moi, je crois, personnellement, que depuis 1995, le gros problème du Parti québécois, qui est supposé nous mener vers la souveraineté, il n'a pas parlé d'identité ni d'histoire nationale. Depuis 95. Depuis 95, je les ai pas entendus. Ils ont parlé d'économie. Comment voulez-vous qu'un peuple se donne un pays, veulent se donner un pays s'il connaît même pas ses racines? C'est épouvantable. Et ça, on vient nous dire, ben oui, bon, on a parlé. Nommez-moi une ou un ministre qui a parlé d'histoire à la télévision depuis 95. Moi, j'en connais pas. Il y a eu une ministre de la Culture qui est allée à la Maison Saint-Gabriel, on est chez Marguerite Bourgeois, les filles du roi, et elle a demandé, ministre de la Culture, elle a demandé à Sœur Junot, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'était écrit 1698, ça apporte, 1688, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce sont des élites, là. C'est grave. Écoute, pendant 20 ans ou 15 ans au Québec, on n'a pas enseigné d'histoire, tu sais ça, hein? C'est épouvantable. On ne l'enseigne pas plus. Ben non, mais on essaye en 4e secondaire, mais pendant à peu près une quinzaine d'années. Moi, j'ai 2 fils. Un qui est médecin, l'autre est biologiste, physiothérapeute. Ah oui? Bon. Ils ont 50 ans et 48 ans. Ni au primaire, ni au secondaire, ni au cégep, ni à l'université, parce qu'il est en sciences, ces gens-là ont eu un seul cours d'histoire nationale. Et ça veut dire que c'est des gens entre 40 et 50 ans, là. Et ces gens-là, aujourd'hui, administrent, sont dans les affaires, sont dans la politique, sont dans tous les domaines, et ils n'ont pas aucune notion de leur histoire nationale. C'est terrible. Ouais. Et on leur demande qui est Champlain, puis ils vous disent c'est un pont. C'est épouvantable. Puis aujourd'hui, là, c'est un pape. Ben ouais. Mais aujourd'hui, c'est quand tu leur dis ça, parce qu'à 73 ans, tu te permets de dire des choses, tu sais. Des fois, tu passes pour un niaiseux, pour un vieux bonhomme, puis tu dis... Mais quand tu leur dis ça, ils essayent de dire « Bah, ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. C'est le passé, ça fait de la chicane, c'est pas bon, pas besoin de ça. Ouais, non, c'est l'avenir qui compte, c'est... » Avant d'aller à la pause, racontez donc, j'avais été invité comme discoureur, vous étiez en plein patrimoine, vous avez fait l'histoire, et il y a des gens qui ont quitté l'église où vous étiez. Oh mon Dieu Seigneur, c'est que j'étais à l'Assomption. OK? Oui. Village de l'Assomption. La femme de Delorimier, chevalier Delorimier, est enterrée dans le cimetière de l'église de l'Assomption. Oui. Alors, c'était un dimanche. Il y avait à peu près 200 personnes dans l'église après la messe. Il y a un monsieur de la Société Saint-Jean-Baptiste qui monte en chair, pour aller lire la lettre que Delorimier adressait à sa femme avant de monter sur l'échafaud. Alors, on est là, moi je suis assis en arrière. Le monsieur monte, commence à lire la lettre. Il y a une centaine de personnes qui sortaient de l'église. Fait que moi, je suis sorti à l'extérieur, sur le parvis, j'ai accroché une madame, puis je dis, madame, pourquoi vous sortez?
Voyons donc. Tous ces felkistes-là, ces révolutionnaires-là, ça vient parler de ça dans nos églises, c'est épouvantable, c'est terrible. Je dis, madame, écoutez, c'est des gens qui se sont battus pour nous autres, pour qu'on ait un gouvernement responsable. Ah, vous savez, mais c'est épouvantable. Puis, vous savez, M. Proulx, hein, que sous longtemps, les patriotes ont été excommuniés, bien sûr, par Monsieur Lartigue. Oui. Et avoir un patriote dans sa famille, c'était comme une honte. Oui. Fallait pas le dire. C'est un membre du FLQ. Ben exactement, c'est un membre du FLQ. Alors, ça, c'est terrible. Puis ça fait 2-3 ans, ça, là. 3 ans. Imaginez-vous, c'est pas en 1970, là. Fait qu'on n'évolue pas, comme vous le voyez. Mon invité, Marcel Tessier, un historien flamboyant. Avez-vous des questions à lui poser? Il m'avait envoyé que de courriel. Il a répondu brièvement tout à l'heure. 790-98-50. Je débloque les lignes à l'instant. 790-98-50. Les gens de l'extérieur peuvent composer le 1-866-790-98-50. Quelle que soit sa position, ses propos ne laissent personne indifférent. Marcel, juste avant de passer, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vous parler. Vous avez fait 2 livres extraordinaires, vous avez vendu 20-25 000. Vous dites, Marcel Tessier raconte 1 et 2. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas un amalgame, Histoire du Canada-Québec rendu facile? C'est une belle suggestion, je vais en parler à mon cher M. Bourdon, Pierre Bourdon, qui est l'éditeur en chef. Et je pense que c'est une bonne idée, on vient d'en jaser, là, faire seulement qu'un volume avec les deux, en ajoutant des choses, en supprimant certaines choses. Ouais. C'est une bonne idée, c'est noté, et on va avoir des nouvelles là-dessus. C'est très bon parce que combien de gens m'appellent, disent, M. Proulx, j'aime l'histoire, j'entends raconter l'histoire. Y a-t-il des livres faciles? Je dis toujours, Marcel Tessier raconte, je parle de la coursière aussi. Bon, il y en a d'autres. Ben oui. Mais vous êtes sûrement celui qui est le plus parce que dans de sol. Vous êtes bien gentil, Gilles, de faire ça, puis tout ça. Puis... C'est pas une séance de grattage. Non, c'est pas ça seulement. Moi, c'est quand j'ai commencé à faire la télévision, il y a plusieurs années, déjà, une vingtaine d'années, j'ai essayé de dire, je vais pédagogiquement rendre l'histoire facile, comme je faisais en classe, par exemple. Ouais. Et je ne voulais pas, si vous voulez, m'adresser à des gens qui connaissent déjà leur histoire. C'est-à-dire que je m'efforçais pour parler à 1 ou 2 personnes qui étaient complètement ignares de l'histoire. Ouais. C'est parce qu'avec cette méthode-là, tu ne regardes pas les gens par en haut, mais tu regardes à leur niveau. Alors, quand j'ai commencé à écrire des livres, grâce à Jacques Lorrain puis tout ça, j'ai essayé justement de prendre cette approche-là. Et je pense que ça m'a servi parce que les gens se sont intéressés facilement à la lecture de ces chroniques. La preuve est là. Michel, bonjour. Oui, bonjour. Oui, M. Michel. Je suis un descendant d'Urbain Tessier de Lavigne. J'aimerais en savoir plus sur mon ancêtre. Bonjour, mon cher Michel. Urbain Tessier dit Lavigne. Un homme extraordinaire qui est arrivé ici quelques années après Maisonneuve. Hein, puis s'est installé avec Marie Archambault qui venait de Québec. D'ailleurs, il s'est marié à Québec. C'est ça. La place d'Armes y appartenait. Oui, monsieur. Place d'Armes à Montréal ou à Québec? À Montréal. Imaginez-vous, puis mes ancêtres, c'est-à-dire pas mon père, mais mon grand-père puis les oncles de mon grand-père étaient en procès, justement. Oui. Contre, à un moment donné, les gens, les sulpiciens puis tout ça, pour que la place d'Armes redevienne vraiment. Alors, c'est un bonhomme extraordinaire. D'ailleurs, la rue Saint-Urbain, la rue Saint-Urbain, c'était sur Urbain Tessier, sur sa terre. Ah oui, je pensais que c'était pour le pape Urbain. Ben non, c'est pas pour Urbain Tessier, dis Lavigne. Ah bon? Je sais pas s'il a mal vu le coude, mais dis Lavigne. À part de ça, c'est un bonhomme qui s'est battu contre les Iroquois, qui a été fait prisonnier. Quelquefois, on lui avait coupé même des doigts, parce que c'était un sieur de long, et il réussissait toujours à se sauver, puis tout ça. J'en dis beaucoup. Savez-vous d'autres choses, j'ai pas dit? Non, c'est à peu près tout. Ben, nous autres, on avait été contre la loi Canon, contre les frères Saint-Sulpice à Rome. Oui, ben oui. Ça fait longtemps de ça, dans les années 60. C'est ça. On serait riche, c'est à la place d'Armes de Barcelone. Oui. Ben, Michel, vous avez toutes les raisons d'être fier de vos racines, hein? Et merci beaucoup. Merci, Michel. Merci. Bonne journée. Au revoir. Claude, bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, Claude. Tandis que j'ai le plaisir de parler à des gens qui connaissent l'histoire, moi, j'aurais une question sur une des dernières batailles du régime français qu'a menée Lévis.
contre les troupes anglaises. En avril 1760. Voilà. On sait que Lévis a perdu. Il a gagné. Il a gagné à Sainte-Foy. Mais il n'y a pas une bataille qu'il a perdue, et j'ai lu quelque part, je pense que c'est dans votre livre, M. Proulx, qu'on a refusé à Lévis les honneurs de la guerre. Ah non, ça c'était à Montréal, le 8 septembre. Il s'est retranché à Montréal sur l'île Sainte-Hélène. Hein? Marcel, après la victoire d'Avril, il attendait des bateaux français, ce sont des bateaux anglais qui se sont amenés. Il est obligé de revenir à Montréal, et là, il était pris en étau. Hein, exactement. Et il a brûlé ses drapeaux parce qu'on ne voulait pas reconnaître là, les choses. La question, c'est la suivante. Qu'est-ce que c'est que les honneurs de la guerre pour une armée qui vient de subir la défaite? Les honneurs de la guerre, même si c'est le respect du rang social de l'adversaire. Ah ouais. C'est un peu ça. Ben oui, exactement. Le rang social de l'adversaire, enlever les punitions, les respecter comme des militaires entre eux, voilà. Ne pas les punir, c'est ça. Ah, ben merci beaucoup. Au plaisir, monsieur. Merci, au revoir. Monsieur André, bonjour. Bonjour, monsieur Proulx. Oui. Alors, je vous félicite et je félicite M. Tessier là, de vulgariser et d'instruire les gens comme ça, de leur donner de l'intérêt pour l'histoire. Avez-vous une question? Oui, maintenant, c'est juste pour faire voir un point de vue très rapidement, là. C'est qu'il y a 2000 ans, il y avait un patriote, Barabas, qui désirait soulever le peuple par les armes et qui rêvait d'un roi messie guerrier pour, un peu comme Salomon, le battre tous les autres peuples. Et il était tanné de payer des impôts à César, un peu comme les Canadiens français tannés de payer des impôts à Ottawa. Mais ce qui arrive, c'est que le Seigneur a tenté de faire comprendre que c'est pas par les armes qu'on va délivrer un peuple, mais c'est par le cœur qu'on délivre de ses mauvais penchants, et qu'en s'unissant au Seigneur, c'est là la vraie délivrance. Ouais. Alors, dans ce sens-là... Ça prend bien du temps, par contre, là. Écoutez, pardon? Avec des prières puis des indulgences, ça prend beaucoup de temps, M. André, on en a une preuve actuellement. De toute façon, Jésus avait répondu, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Oui. » Et c'est Judas qui pensait ça. Il l'a trahi parce qu'il pensait qu'il était un libérateur politique. Oui, mais nous, les Canadiens français, tout comme les autres peuples croyants, on a justement à étendre le royaume de Dieu sur terre par nos œuvres et nos actes. Et je pense que Non, mais en quelle année êtes-vous, là, M. André? Pardon? Oui, c'est ça. Mais merci beaucoup, ça a été très intéressant. Ça se peut-tu mêler les sauces comme ça? Monsieur Guy, bonjour. Bonjour, M. Proulx. Oui. Bonjour, Guy. Alors, moi, premièrement, je ne ferai pas le stéréotype de félicité pour votre programme, mais cependant, je suis dans un contexte que je trouve ça très intéressant en ce moment, parce que j'ai affaire à deux bons historiens. Et puis, j'ai arrêté ma voiture parce que je suis dans ma voiture en ce moment, parce que d'écouter M. Proulx et d'écouter M. Tessier en même temps, c'est une conversation que je pourrais écouter pendant des heures de temps. Ben, vous êtes bien fait. Pardon? Vous êtes bien gentil. Oui, mais non, parce que c'est une constatation. Alors, avez-vous une question, M. Guy? Oui, en fait, c'est que ma question, c'est plus une observation. M. Tessier, oui. Vous êtes un historien qui avait su effectivement très bien vulgariser. Mm-hmm. Et puis, je veux juste insister sur le point, effectivement. Vous mentionniez plutôt que vous avez des enfants qui sont dans les cinquantaines d'années. Mm. Alors, moi, je suis dans les cinquantaines et j'ai des jeunes enfants qui sont justement au niveau secondaire 1. Et puis, le niveau des cours d'histoire, on s'en fait à un moment donné, puis ils connaissent pas effectivement ce qu'on appelait dans notre temps l'histoire du Canada, l'histoire du Québec. Alors, effectivement, quand on parle des Durham, des Helgun, des Dorchester, personne ne connaît où est-ce que ça devient. Et puis, ça, c'est un gros manque. C'est un manque absolument. Qui provient justement, c'est dans notre merveilleux ministère de l'Éducation. Pour faire une histoire courte. Savez-vous une chose, c'est que je fais des conférences des fois dans certaines écoles. Monsieur, le poil me redresse à la tête, c'est que les petites maîtresses d'école gentilles, puis tout ça, qui veulent vraiment apprendre l'histoire à leur élève, parce que des fois, on commence à parler d'histoire nationale maintenant en 5e année et en 6e année au primaire. Seulement, on me demande pour aller leur parler des personnages historiques, du régime français, par exemple, ou du régime anglais, ça va jusqu'à Mercier, en tout cas, le programme. Mais l'enseignante me dit, « Monsieur Tessier, je suis mal pris. On m'a pas formé pour ça. À l'université, on ne m'a pas enseigné l'histoire. Je ne connais pas mon histoire, puis je dois l'enseigner aux enfants. C'est partout dans la province.
J'ai rencontré un professeur d'histoire hier, justement, à Saint-Denis. Un bonhomme qui est spécialisé en histoire, à l'Université de Montréal, il a son bac en histoire, en enseignement de l'histoire, il enseigne les sciences. Ça fait 15 ans qu'il est à l'école puis qu'il enseigne les sciences parce qu'on n'a pas besoin de professeurs d'histoire, imaginez-vous. On prend n'importe qui pour l'enseigner parce que quand il te manque 3 ou 4 heures d'enseignement dans ta charge horaire, on dit tu vas enseigner l'histoire pour avoir un plein temps. Alors, excusez-moi là si je vous coupe un peu la parole, mais ce que je veux vous dire, c'est que le problème actuellement, c'est le ministère de l'Éducation. C'est quand on forme des professeurs, puis qu'on met des matières comme l'histoire à l'horaire, si les professeurs en question ne la connaissent pas, si j'enseigne le piano, moi, puis je joue pas de notes, qu'est-ce que ça va faire? Bon, c'est le gros problème actuellement dans nos écoles. C'est triste, c'est lamentablement triste. Merci beaucoup, M. Guy. On va aller à la pause. Le journal du midi se poursuit au 80. Monsieur Proulx, Monsieur Tessier, mes hommages. Bonjour, Monsieur Paul-André. J'ai 52 ans, bientôt 53. Le 30 novembre, ce sera mon anniversaire. Et je constate au quotidien combien je suis ignorant de mon histoire et combien j'en ai à apprendre. J'ai 2 sujets que j'aimerais aborder. Premièrement, il y a l'idée de M. Proulx, tantôt, qui a évoqué la possibilité ou le désir de voir M. Tessier prendre l'antenne et de faire des cours d'histoire populaire. Et j'aimerais, M. Proulx, que vous puissiez donner suite à cette... Mais, M. Paul-André, j'ai le poids d'une plume ici, mon influence. Alors, c'est ça le problème. Mon opinion porte pas, là. Je peux bien essayer, je vais essayer. Je sais que je perds mon temps. Je pense qu'il y a différentes radios au Québec et je trouve que votre idée devrait être acheminée, qu'il y ait au moins une radio, même si c'était Radio-Canada, mais qu'il y ait un regroupement aussi d'historiens, que ce soit les Lacourcière, les Vosgeois, les Tessiers. Moi, personnellement, je trouve que les Québécois, on aurait avantage à connaître l'histoire de la Nouvelle-France. Mais voyez-vous, vous demandez à ces gens-là de combler ce que le ministère de l'Éducation devrait faire, dans le fond. Et votre autre question, Paul-Henri, il y a beaucoup de gens derrière vous, là. Oui, je le sais. Alors? Monsieur Tessier, oui. J'aimerais, avec votre expérience, j'aimerais savoir comment vous y prendriez-vous pour convaincre les Québécois de l'importance de l'indépendance nationale. Et je ne parle pas de souveraineté. Pour moi, là, ça, dans l'inconscient collectif, ça nous met... D'accord, l'indépendance. Monsieur Tessier. Bon, la première chose, c'est de connaître son identité, donc connaître son histoire. C'est la première chose à faire. Et ce qui me choque un peu, c'est que certains partis politiques, les nouveaux arrivants, par exemple, on veut leur faire voter oui, par exemple, bon. Si ces gens-là ne connaissent pas l'histoire des Québécois puis des Québécoises, comme on dit, comment voulez-vous qu'ils comprennent le pourquoi pour nous d'avoir un pays? Alors, la première chose, pour résumer, là, la connaissance de son histoire et de ses racines pour connaître son identité. Sans ça, il n'y a rien à foutre. Et savoir, quand on se promène sur la rue Jean-Talon, qui il était, ou sur le pont Champlain. Monsieur Paul-André, merci beaucoup. Merci, Paul-André. Monsieur Gilles, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Gilles. J'aurais une question. Le Haut et le Bas-Canada. Oui. Combien de temps que ça a duré? Et puis quand que le Haut et le Bas-Canada étaient annexés, est-ce que c'est vrai qu'on a payé les dettes du Haut-Canada? Absolument vrai. Est-ce que c'était Ontario et Québec dans ce temps-là? C'est ça, 1791, l'acte constitutionnel. Okay. Il y a des loyalistes au moment aux États-Unis qui ne veulent pas de l'indépendance américaine. Ils vont venir ici, c'est-à-dire dans la province of Québec. Ils vont demander 2 choses. Un territoire séparé et deuxièmement, un parlement. On va leur donner... Premièrement, on va séparer la province of Québec en 2, le Haut-Canada, qui va devenir l'Ontario, le Bas-Canada, qui va demeurer le Québec. Et là, bien sûr, on va avoir 2 parlements. Mais ça va nous mener, à un moment donné, à la bataille des patriotes, parce que ce sont des gouvernements non responsables. Ça veut dire que les députés, dans le fond, n'ont pas le dernier mot. C'est le gouverneur qui agit comme premier ministre, qui nomme l'exécutif, qui nomme le législatif, tout ça. On va en venir à la fin des patriotes. Après les patriotes, pour finir, donnez ma réponse. Suivez-moi là, OK? Après les patriotes, 1840. L'acte d'union, Lord Durham, qui vient ici, fait un rapport en 39.
Le peuple canadien-français, c'est un peuple sans histoire ni littérature, puis pour son propre bien, il faut l'annexer. Il faut l'assimiler. Et pour l'assimiler, on va prendre le Bas-Canada puis le Haut-Canada, puis on va en faire une seule province qu'on va appeler, qu'on va appeler le futur Canada, si vous voulez. Et là, les Canadiens français vont perdre leur Parlement. On va avoir seulement qu'un Parlement central, et ce Parlement-là, la seule langue parlée, c'est l'anglais. Deuxièmement, même si on a 200 000 personnes de plus, on va avoir le même nombre de députés. Et troisièmement, ce qui est encore pire, on va demander au Bas-Canada de payer les dettes du Haut-Canada qui avait déjà commencé à tracer des canaux. Et voilà. Ça résume donc, tout. Il y avait deux raisons à ça, soit de payer les dettes et nous assimiler. Ben, c'est exactement ça. Absolument ça, c'était ça. Surtout l'assimilation. Surtout l'assimilation. Juste cette raison-là, il est temps qu'on fasse la séparation. Monsieur Gilles, merci. Je vais prendre un dernier appel rapidement. Albert, bonjour. Bonjour, je veux saluer le nouveau chevalier de la Pléiade. Bonjour Albert, je pense que c'est Albert Rossi. Oui, M. Tessier. Il m'a tellement vanté, Gilles Proulx. Albert Rossi, c'est mon voisin de rue. Oui? Oui. Puis toujours, Gilles Proulx. Il t'aime, Gilles, il t'aime, Albert. Excuse-moi, M. Rossi, continue. Monsieur Albert, avez-vous une question rapidement? Oui. Vous êtes bousculé. Très rapidement. Moi, je veux remercier tous ceux et celles qui m'ont enseigné le français et également l'histoire dans les années 50. Ma question est la suivante. Est-ce que, M. Tessier, vous pensez qu'un jour, oui, peut-être, un jour, on va enseigner cette partie de notre histoire des années 50 et même 40-50 où on a dit que c'était la période noire du Québec? Oui. Ça, c'est des smarts qui ont Très bonne question. Très bon. On l'enseigne seulement. À un moment donné, si tu commences à enseigner une chose en pensant déjà d'avance que Duplessis c'est un sale, ben à ce moment-là, quand les mots sortent de ta bouche, ben ils sortent salement. Voilà. Monsieur Rossi, je vous salue. Je vais aller vous saluer ce soir dans votre belle maison à Sainte-Anne-des-Plaines. Merci, M. Albert. Alors, Marcel, ça a été très gentil à vous de vous être prêté comme ça et de fournir votre temps et vos renseignements. Je vous souhaite bonne chance. Ça m'a fait plaisir, Gilles. De faire une nouvelle histoire du Canada-Québec, rendue facile. Alors, Marcel Tessier était mon invité. Il y avait Fred Rioux et Frédéric Perron à la mise en onde. Audrey Simard à la recherche. Au revoir dans quelques instants. Ce sera au tour de Paul Oud.